Bienvenue à la remise de médailles et causeries Simons sur l'état de la Confédération canadienne 2021, présentée fièrement tous les ans par le Centre des arts de la Confédération et décernée à des Canadiens qui ont fait une contribution exceptionnelle à notre pays. Parmi les lauréats passés, il y a eu la très honorable Beverly McLaughlin, David Suzuki, Professeur Margaret McMillan, le sénateur Murray Sinclair et l'honorable Bob Ray. En tout, 21 récipiendaires d'un océan à l'autre ont reçu cet honneur. La cérémonie de la remise de la médaille Simons a lieu dans le berceau de la Confédération pour marquer l'anniversaire de la conférence de Charlottetown de 1864. Bien avant cette rencontre historique, l'île du Prince-Édouard était connue sous le nom d'Abigwit par les Micmacs qui y habitaient depuis des temps immémoriaux. Nous sommes fiers d'aller de l'avant dans un esprit de réconciliation et de poursuivre la conversation sur un Canada en évolution. Depuis 2004, les causeries Simons fournissent une plateforme nationale à de distingués Canadiens, leur permettant de partager leurs idées sur l'état actuel de la Confédération et de donner à tous les Canadiens l'occasion de réfléchir à leur pays et à son avenir. Cet événement est nommé en l'honneur du professeur Thomas Simons, un visionnaire et le président fondateur de l'Université Trent. Le professeur Simons est grandement reconnu pour ses contributions dans les domaines des politiques publiques, du patrimoine et de l'éducation. Tom Simons a eu une relation toute spéciale avec l'île du Prince-Édouard toute sa vie, y venant tous les étés depuis l'adolescence. Il est devenu membre du conseil de direction du Centre des arts en 1986 et s'est fait le champion de sa programmation patrimoniale pendant des décennies. Il est décédé en janvier 2021 et tous ceux qui l'ont connu manquent sa présence. Il était très humble. C'était un homme vraiment formidable, un communicateur très efficace. Quand Tom parlait aussi passionnément qu'il le faisait, les gens s'arrêtaient pour l'écouter. Tom était un bâtisseur de traditions et on ne se rendait compte de la situation que lorsque les traditions étaient réalité. Tom était toujours extrêmement engagé, un membre du conseil d'administration très actif, contribuant beaucoup, véritablement intéressé par les conversations. J'ai remarqué à quel point il était inclusif et accueillant pour les nouveaux venus. Il les intégrait réellement et les faisait participer, racontant des histoires au sujet de la causerie Simons, bien sûr, mais aussi au sujet de l'histoire de cet endroit et de son rôle pour célébrer le Canada. C'était un homme doux, un véritable historien. J'en sais quelque chose. Nous avons vraiment perdu un grand ami. Le pays et le monde ont perdu une personne qui s'est efforcée de favoriser la compréhension. Nous avons une occasion unique de nous assurer que l'héritage de Tom perdure. Nous allons certes maintenir la médaille Simons en son honneur et nous sommes ravis de créer un centre d'interprétation du patrimoine canadien. Nous trouverons un moyen permanent de raconter toutes les histoires du Canada, des perspectives coloniales et autochtones, et de vraiment respecter la tradition de ce qu'est le centre et de ce qu'il est ici pour célébrer. Nous devons beaucoup à Tom Simons. Depuis la Confédération du Canada, cette nation a continué d'évoluer, désirant devenir un meilleur pays. La lauréate de la médaille Simons de cette année, l'honorable Louise Arbour, partage son point de vue unique et international sur l'évolution de la société canadienne. Nous sommes réunis ce soir pour décerner la médaille Simons à l'honorable Louise Arbour. La causerie de Maître Arbour a pour titre « Desiderantes meliorem patriam » ou « Ils aspirent à une patrie meilleure », la devise de l'Ordre du Canada. Elle portera sur la transformation de la société canadienne par l'immigration, la pandémie et le droit. J'invite maintenant en son honneur Antoinette Perry, lieutenant-gouverneur de l'île du Prince-Édouard, à se joindre à moi pour présenter la médaillée Simons 2021. Merci, M. Cyr. Je suis enchantée d'être ici pour présenter l'honorable Louise Arbour, l'une des expertes
en droit national et international du Canada les plus respectés et les plus en demande. Maître Arbour a été nommé juge à la Cour suprême de l'Ontario en 1987, puis juge à la Cour d'appel de l'Ontario en 1990. En 1996, le Conseil de sécurité des Nations unies l'a nommé procureur en chef des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. À ce titre, elle obtient la première condamnation pour génocide depuis la Convention de 1948 sur le génocide dans le cas du Rwanda et la première mise en accusation de tous les temps d'un chef d'État européen en fonction pour crimes de guerre. Après avoir été procureur en chef des tribunaux pénaux internationaux pour les Nations unies, Maître Arbour a été nommé juge à la Cour suprême du Canada en 1999 et, en 2004, elle a été nommée haute commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et plus tard représentante spéciale du secrétaire général pour les migrations internationales. Madame Arbour est avocate principale chez Borden Ladner Gervais LLP et elle a récemment été chargée de diriger un examen indépendant des inconduites sexuelles dans les Forces armées canadiennes. Ce ne sont là que quelques-uns des faits d'une vie entièrement consacrée à la justice et aux droits de la personne. Tout au long de sa carrière, Maître Arbour a été reconnu pour ses contributions exceptionnelles au Canada et dans le monde. Elle est titulaire de plus de 30 diplômes honorifiques, membre de l'Ordre du Canada et lauréate du Prix de la justice internationale et des droits de la personne Thomas J. Dodd. Le Centre des arts de la Confédération est maintenant fier de décerner la médaille Simons 2021 à l'honorable Louise Arbour. Chers amis, tout protocole observé. J'ai appris cette expression du secrétaire général des Nations unies, qui tenait toujours à ne pas consacrer la moitié de son discours à reconnaître toutes les excellences présentes dans la salle, et je pense qu'il était pétrifié à l'idée d'en oublier une, ce qui aurait pu nuire à sa carrière. Il utilisait donc cette formule « tout protocole observé ». Après tous ces incroyables hommages, j'ai l'impression que je devrais prendre mon petit discours et rentrer chez moi parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur des attentes que ces menteurs ont créées. D'autre part, je suis bien heureuse que ma petite fille soit ici et qu'elle puisse rentrer chez elle pour dire à ses frères que grand-maman est vraiment impressionnante. Je suis très reconnaissante envers les membres du Conseil du Centre de la Confédération de m'avoir permis de me joindre à la liste des distingués canadiens à qui on a fait l'honneur de remettre la médaille Simons ces 20 dernières années. Ils représentent un large éventail de ce pays parfois intrigant. Contrairement à nombre d'entre eux, je n'ai pas connu Tom Simons personnellement, mais ce soir, j'espère rendre justice à sa mémoire en essayant de projeter dans l'avenir sa vision d'un pays auquel il a tant donné. J'ai intitulé mes propos d'aujourd'hui « Desiderantes meliorem patriam ». J'ai beaucoup étudié le latin à l'école.
Ils aspirent à une patrie meilleure. J'expliquerai plus tard pourquoi j'ai choisi ce titre. Il suffit de dire que Tom Simons souhaitait ardemment une patrie meilleure et qu'il a inspiré les nombreuses personnes qui ont suivi ses traces. Lorsque je travaillais comme juge, j'ai toujours été consciente du fait que notre vision des choses part toujours d'un point de vue et que personne ne peut prétendre en avoir un universel. Bien sûr, comme beaucoup de mes collègues de la Cour, j'ai appris à m'efforcer de développer un point de vue objectif et impartial, ce qui, je pense, est essentiel pour un juge, mais je ne suis pas soumise à de telles contraintes ce soir. Je tiens simplement à souligner que les réflexions que je me propose de partager avec vous sont intensément personnelles. Je me sens très privilégiée d'avoir eu l'occasion de travailler sur une grande variété de questions dans des environnements très différents. Je n'ai pas d'autre ambition aujourd'hui que de partager avec vous quelques idées ancrées dans ma vie et mon travail en période de changement et la promesse de changement encore plus important à venir. Ce n'est pas étonnant que ce soit dans mon travail international que la question de la perspective et du point de vue est la plus évidente. À titre d'exemple, en 2010, j'ai reçu le prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe. Je pense que ce prix est décerné tous les 2 ans, habituellement à un homme et une femme, l'un du Nord et l'autre du Sud. Je partageais alors le prix avec le président Lula da Silva du Brésil. Inutile de dire qu'il représentait le Sud et moi le Nord. Cette vision géographique du monde est bien sûr l'image inverse de la vision de l'intérieur du Canada. Il y avait quelque chose de bizarre dans ma représentation, entre guillemets, du Nord riche. À mes yeux canadiennes, je ne suis pas du Nord et le Nord n'est pas considéré comme celui qui est riche. Pareillement, lorsque j'ai commencé à enseigner à l'Osgoode Hall Law School au milieu des années 70, j'étais loin de parler couramment anglais et je pensais encore surtout en français. Donc, quand j'enseignais les procédures criminelles, en anglais bien entendu, certaines étudiantes de ma classe pensaient que j'étais passée maîtresse dans l'utilisation de la langue politique féministe. Quand je parlais de la police, je disais « elle ». Même chose pour la couronne, même chose pour la défense et la cour. J'utilisais le pronom « elle » et chaque fois, elles pensaient toutes que je parlais d'une femme officier. Mais bien sûr, en français, ces mots sont tous féminins. La police, la défense, la couronne, la cour. Seul l'accusé est toujours lui. L'accusé est la plupart du temps masculin, puisque la plupart du temps il est. Mais en français, ce mot est masculin. Ceci m'amène à ma première réflexion sur notre pays, une réflexion très personnelle comme je l'ai déjà dit. Je suis née à Montréal et j'ai été élevée par ma mère qui a dû attendre jusqu'en 1968 pour obtenir le divorce. Parce qu'avant ça, il fallait obtenir un acte privé du Parlement pour le faire. Un peu excessif si vous voulez mon avis. J'ai étudié dans un pensionnat pendant plusieurs années et j'ai obtenu mon BA dans un collège catholique homogène pour filles dirigé par des religieuses. Ma vision du monde a donc été influencée par des femmes fortes, capables, indépendantes et éduquées, dans un environnement où les hommes étaient presque totalement absents. En 1967, l'école de droit m'a paru comme une expérience libératrice, une exposition à un monde plus vaste qui aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt. C'était l'année de l'exposition universelle et j'ai réussi à décrocher un emploi en prétendant parler anglais. Ce n'était pas un emploi sur le site de l'exposition même, avec contact direct avec le public. En l'absence de loi antidiscrimination à l'époque, comme je n'étais pas assez grande pour être hôtesse au pavillon du Canada, j'ai travaillé comme téléphoniste. Le monde entier était venu nous rendre visite et nous avions un tout nouveau métro qui rendait l'autostop moins nécessaire en ville, mais toujours pratique sur le bord de l'autoroute pour visiter la Gaspésie. Une toute autre époque. Déménager au Canada anglais au début des années 70,
D'abord pour faire un stage à la Cour suprême pour le juge Pigeon, puis pour commencer à enseigner à l'Osgood Hall Law School quelques années plus tard, a été, en rétrospective, le plus gros choc culturel de ma vie. Quand je suis allée travailler aux Nations unies, quelques années plus tard, je m'attendais à devoir faire quelques ajustements culturels. Inutile de dire que travailler dans un domaine des droits de la personne internationaux, tout particulièrement sur le terrain, m'a amené dans des endroits étrangers et très exotiques où je ne partageais ni la langue ni beaucoup d'autres choses avec la plupart des gens avec qui j'étais en contact. Alors pourquoi le Canada, mon pays, m'a-t-il paru si étranger lorsque j'ai quitté pour la première fois ma zone de confort? Et pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour que ce sentiment disparaisse alors que j'ai vécu et travaillé à Toronto pendant plus de 25 ans et qu'encore aujourd'hui, je continue de travailler autant en anglais qu'en français? Et cela ne fait-il pas partie de ce que nous ressentons tous lorsque nous sommes confrontés, sur le tard, mais de plus en plus, à notre histoire d'avant la Confédération et à notre interface honteuse avec ceux qui étaient ici avant nous? Et qu'entendons-nous par nous? Tout ceci m'amène à réfléchir aux notions d'identité et d'appartenance qui m'ont toujours intéressé et qui sont essentielles au projet canadien. Bien que la question soit d'une douloureuse actualité, je ne vais pas revenir aujourd'hui sur les questions qui touchent aux peuples autochtones, questions qui ont fait l'objet de la remarquable conférence prononcée ici même par l'honorable sénateur Murray Sinclair en 2019. Mes travaux en ex-Yougoslavie et au Rwanda, au lendemain des guerres fratricides qui les ont déchirés, m'ont confronté aux pires pathologies de l'appartenance et ont alimenté ma réflexion sur la gestion de la diversité aux prises avec son bagage historique, géographique et politique. Je vais donc vous inviter à réfléchir avec moi sur l'avenir de notre pays, un pays dans lequel l'histoire et la géographie sont parfois en compétition. Vu par le reste du monde, le Canada est souvent défini par sa géographie, beaucoup moins par son histoire. Une vaste étendue froide, peuplée par des espèces d'Américains du Nord. Et si ce grossier stéréotype vous semble exagéré, on n'a qu'à se référer à l'image qu'on a nous-mêmes des pays qu'on n'a jamais visités, que ce soit la Chine, la Russie ou la Bolivie, pour comprendre que les stéréotypes sont parfois inévitables. Vu de l'intérieur, la géographie joue encore une place que certains diront disproportionnée dans l'organisation de la gouvernance au Canada. Par exemple, au-delà des exigences constitutionnelles, l'attribution des 9 sièges à la Cour suprême du Canada, vous vous souviendrez, il y en a 3 qui sont requis pour le Québec, 3 qui sont traditionnellement attribués à l'Ontario, 2 aux provinces de l'Ouest et 1 siège aux provinces des Maritimes. Cet arrangement relève à la fois de l'histoire et de la géographie. Mais les contraintes imposées par cette répartition sont de plus en plus souvent confrontées aux attentes d'un Canada moderne, dans lequel ces deux notions, géographie, histoire, laissent beaucoup moins de place à d'autres considérations. L'attention accrue dans les dernières années à la nécessité d'une vraie diversité dans la composition de la Cour témoigne d'une évolution de la conception même que l'on se fait du Canada, une conception de plus en plus centrée sur les personnes et sur les cultures. L'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982 a facilité cette évolution. Les débats constitutionnels précédents portaient bien entendu sur le fédéralisme et la distribution des pouvoirs en vertu de la loi sur l'Amérique du Nord britannique, ce qui me rappelle une vieille blague au sujet des étudiants internationaux. Vous l'avez peut-être déjà entendu. On leur a demandé d'écrire un essai sur l'amour. La thèse de l'étudiant français portait sur l'amant français parfait. Celle de l'Américain sur l'amour et les dénouements heureux des films hollywoodiens. Et celle des groupes scandinaves sur l'amour et la révolution sexuelle des années 60. L'étudiant canadien était bloqué et il avait beaucoup de mal à commencer la sienne qui s'intitulait « L'amour sous juridiction fédérale ou provinciale ». Non pas que nous ayons complètement abandonné notre penchant pour les débats sur les structures de notre système fédéral,
Mais la Charte, je pense, a réorienté la conversation vers les personnes, les droits individuels et les normes universelles. Ceci m'amène à qui nous sommes aujourd'hui, en tant que peuple vivant dans une démocratie constitutionnelle, touché historiquement par les défis de la gestion de nos différences et, je crois, de plus en plus à l'avenir, par l'effet transformateur de l'immigration désormais ancrée dans une culture de droit. La vague de sentiments étrangers, en particulier anti-musulmans, qui a submergé la majeure partie du monde occidental après les attentats du World Trade Center il y a 20 ans, suivie par la plus récente crise dite migratoire aux portes de l'Europe, le Brexit, la montée de la rhétorique d'extrême droite et l'attrait apparemment accru de l'autoritarisme. Tous ces éléments ont contribué à une représentation négative de l'immigration qui, selon moi, doit et peut être surmontée par une approche différente, beaucoup plus positive, du moins dans ce pays. Cela ne repose pas uniquement sur l'élan périodique de générosité qui s'exprime face à des difficultés incroyables, déclenchées, par exemple cette fois-ci, par le sentiment que nous avons abandonné le peuple de l'Afghanistan. Je pense que lorsque nous regardons les nouveaux arrivants, d'où qu'ils viennent, nous sommes conscients du fait que nous envisageons l'avenir. Ainsi, la nécessité absolue de recourir à l'immigration pour compenser nos déficits démographiques deviendra de plus en plus évidente au fur et à mesure que la pénurie de main-d'œuvre continuera de peser sur notre économie. Dans le même temps, les facteurs qui poussent les gens à migrer continueront à augmenter, en particulier face aux effets combinés croissants du changement climatique et des inégalités de revenus. Je me sens privilégiée d'avoir travaillé au Pacte mondial sur les migrations avec le secrétaire général des Nations unies, qui a été adopté par les États membres des Nations unies à la fin de 2018. Ce fut pour moi une révélation sur une question au cœur de l'avenir de ce pays et qui a joué un rôle important dans son passé. La migration internationale met en jeu des considérations économiques, juridiques, politiques et culturelles. Elle est soumise à des opinions populaires, à des mythes et à des stéréotypes. Elle suscite des débats qui révèlent des craintes, pas toujours rationnelles mais réelles, même si elles sont erronées, concernant la préservation et l'entretien des identités nationales. Mon travail à l'international, surtout avec le système des droits de la personne des Nations unies, a renforcé ma conviction que les valeurs exprimées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme continuent de représenter la meilleure promesse pour un monde équitable, sûr et prospère. La plupart des pays occidentaux, dont le Canada tout particulièrement depuis l'adoption de la Charte, ont adopté ces valeurs avec différents degrés de conviction. Je crois que nous devons faire preuve de vigilance pour protéger et même faire avancer des idées et idéaux modernes d'égalité, d'équité, de respect, de droits et des libertés individuelles. Mais selon moi, ici comme ailleurs, la plus grande menace pour les valeurs occidentales n'est pas l'afflux dans notre pays de personnes qui ne partagent pas ces valeurs aujourd'hui. C'est l'hypocrisie de ceux qui prétendent protéger ces valeurs et qui les renient par leurs actions. Ce clivage entre la rhétorique et l'action a largement contribué à alimenter le mouvement de repli contre l'agenda international des droits de la personne. Je pense que c'est ressorti très clairement dans les débats qui ont entouré l'adoption du Pacte mondial sur les migrations. Face à l'afflux soudain de réfugiés, dont bon nombre ont dû fuir des régions que l'Occident avait contribué à déstabiliser. Pensez à l'Irak ou à la Libye en particulier. On a pour la première fois demandé aux Européens de faire quelque chose de difficile pour eux. Pourtant, ils n'ont pas hésité à faire pression sur d'autres pendant des années pour qu'ils fassent quelque chose qui leur était tout aussi difficile, comme répudier des pratiques culturelles bien ancrées à un rythme dicté par d'autres. Cela reflétait en fait la position très inconfortable
dans laquelle le Canada s'est trouvé lorsqu'il a voté contre l'adoption de la Déclaration des peuples autochtones lors de l'Assemblée générale des Nations unies en 2007. Beaucoup ont vu le fait de nous distancer d'un texte qui avait été préparé pendant des décennies, un processus auquel le Canada avait activement participé, comme un autre exemple d'hypocrisie occidentale. J'estime que ça a considérablement freiné les efforts du Canada pour promouvoir d'autres questions importantes, telles que les droits des femmes et des LGBTQ, par son programme de développement. Le fossé entre la défense de valeurs affirmées et la protection d'intérêts perçus était flagrant et embarrassant. Heureusement, le Canada est revenu sur cette position et, plus tôt cette année, il a adopté une loi pour mettre en œuvre les dispositions de la Déclaration. S'il y a une question sur laquelle le Canada brille au niveau international, beaucoup plus que les Canadiens s'en rendent compte, c'est celle de la migration internationale. Le Canada, encore plus que les États-Unis, demeure une destination de choix pour nombre de gens qui le considèrent comme étant l'ultime destination à succès. Tout au moins jusqu'au jour où des images du chemin Roxham ont commencé à circuler dans les médias, le Canada était perçu comme une terre d'accueil bien gérée, accueillante et attirante, tant pour les réfugiés que pour les migrants soi-disant économiques. Je souligne le mot « soi-disant » parce que cette appellation, comme beaucoup de choix de vocabulaire, occulte la multiplicité des causes qui poussent les gens à quitter leur pays, souvent dans des circonstances où ils ont aussi peu de choix que les demandeurs d'asile, mais pour des raisons qui ne sont pas reflétées dans la Convention sur les réfugiés. Cette Convention, issue des horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, offre sa protection aux personnes qui fuient la persécution politique, la guerre, mais comme la plupart des instruments juridiques conçus par les Occidentaux vainqueurs de cette guerre, la Convention ne reflète pas les droits économiques et sociaux qui sont pourtant exprimés aussi clairement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les migrants qui fuient non pas la guerre, mais qui fuient la misère, la faim, la corruption, l'absence de soins de santé, le manque d'avenir pour leurs enfants, et qui ne cherchent qu'à contribuer à construire une société juste et équitable, ces migrants, qu'on appelle alors des migrants économiques, sont souvent perçus comme des gens qui avaient le choix et donc qui n'étaient pas persécutés dans leur pays et auxquels on ne doit rien. Pourtant, ce sont eux, tout comme les réfugiés au centre de la Convention, qui ont contribué à bâtir le Canada moderne. Notre histoire en matière d'immigration est indéniablement une réussite. Rien ne laisse supposer à l'heure actuelle qu'elle ne continuera pas de l'être. Ceux qui, comme bon nombre d'entre nous, ont gagné la loterie géographique à la naissance, ont aucune raison de croire que c'était le fruit d'un mérite ou d'un droit particulier de leur part. Il est donc difficile de comprendre pourquoi certains sont si peu disposés à partager ce qu'ils considèrent comme leur droit inné. Je suis consciente de la crainte qu'un afflux d'étrangers transformera notre tissu social d'une manière indésirable. Cette crainte n'est pas nouvelle. Elle est survenue avec différents degrés d'hostilité en réaction à l'arrivée de la plupart des nouveaux arrivants, malgré les succès répétés de leur intégration et de leur contribution. La réalité est que dans ce monde de plus en plus interconnecté, notre tissu social change de toute façon. Nous avons le choix. Nous pouvons nous tourner vers le passé, le romancer et stagner dans l'isolement. Ou nous pouvons nous tourner vers un avenir dans lequel nos enfants développeront leur propre culture, ouverte à celle des autres, en s'inspirant des choix que nous faisons aujourd'hui. Les seuls murs qui freineront la quête humaine d'un avenir meilleur sont ceux que nous érigeons dans nos esprits. Et c'est notre propre avenir que nous emprisonnons, je pense, lorsque nous cachons derrière les fils barbelés de l'exclusion. Ceci me ramène au titre de mes propos d'aujourd'hui. Un grand nombre des Canadiens qui ont été honorés ici étaient des récipiendaires de l'Ordre du Canada, et c'est pourquoi j'ai choisi d'intituler mes propos « Ils aspirent à une patrie meilleure », la devise de l'Ordre du Canada.
et parce que je crois que cette devise s'applique également aux centaines de milliers de réfugiés et d'immigrants qui ont frappé à nos portes au fil des ans. Eux aussi aspiraient à une patrie meilleure. En fait, la plupart d'entre eux souhaitaient que leur pays soit une meilleure patrie dans laquelle ils auraient pu continuer à vivre, à s'épanouir et à contribuer. Mais lorsque c'est devenu impossible, ils nous ont choisis comme étant leur patrie meilleure. Et ils continuent à contribuer immensément, individuellement et collectivement pour qu'elle soit telle. Ce qu'on sait moins, c'est à quel point beaucoup d'immigrants continuent aussi de contribuer pour faire de leur pays d'origine une patrie meilleure, et ce, longtemps après leur départ. Bien qu'investis dans leur pays d'adoption, les diasporas jouent un rôle essentiel dans le développement continu de leur pays d'origine. Il suffit d'observer l'impact massif des remises migratoires pour comprendre l'importance de cette contribution. Les migrants envoient régulièrement de l'argent aux membres de leur famille restés au pays. Le cumul de ces petites sommes appelées remises migratoires, envoyées dans les pays d'origine, notamment dans les pays pauvres, représente au moins 3 fois le montant total de l'aide au développement international fournie par les pays riches en développement. Selon la Banque mondiale, en 2018, ces envois de fonds globaux ont augmenté de 10 pour atteindre 689 milliards de dollars US, dont 528 milliards de dollars US vers les pays en développement. Malgré toutes les preuves objectives des aspects positifs de la migration, la première réaction aux nouveaux arrivants, ici comme ailleurs, est souvent une réaction de méfiance et de rejet. C'est avec le temps et de plus en plus grâce à des politiques délibérées visant à l'inclusion que les avantages de la migration se concrétisent pleinement, souvent au profit de la deuxième génération de migrants, grâce aux sacrifices de leurs parents. L'effort international visant à mieux réglementer la mobilité humaine par l'adoption du Pacte mondial sur les migrations en 2018 a été mis à l'épreuve de la manière la plus imprévisible avec l'arrivée de la pandémie de COVID-19. La pandémie qui domine maintenant nos vies depuis plus d'1 an et demi a fait ressortir comme jamais auparavant l'interconnexion du monde moderne. Cette urgence de santé publique a rapidement englouti la planète, mettant à l'épreuve même la capacité des systèmes de soins de santé sophistiqués des pays les plus développés, propulsant la science au premier plan du débat public et éclipsant pratiquement toutes les autres questions partout. Plus encore que le terrorisme international, quelques décennies plus tôt, la pandémie était aussi une question de frontières, d'isolement et de peur. Il s'agissait aussi, une fois de plus et de façon spectaculaire, de faire confiance à nos gouvernements pour trouver le juste équilibre entre notre désir d'être en sécurité et notre droit à la liberté, ou, autrement dit, entre notre droit à la sécurité et notre désir de liberté. La grande différence, toutefois, entre la soi-disant guerre contre le terrorisme et la lutte contre la pandémie, c'est que cette fois, nous sommes tous à la fois, des victimes et des coupables potentiels. Le masque, apparemment conçu pour nous protéger, est en fait conçu pour protéger les autres. Le « nous » et « eux » est beaucoup moins clair cette fois-ci qu'il ne l'était, par exemple, au début de la guerre contre le terrorisme, lorsqu'il était plus facile de vilipender un ennemi commun perçu. Cette fois, l'ennemi, c'est le virus lui-même et non le porteur, du moins jusqu'à ce que certaines forces de désunion tentent de réaligner les allégeances, nourrissant la méfiance et ne cédant rien au bien commun. Mais jusqu'à présent, peu ont réussi, au-delà de leur chaîne d'écho préexistante, et nous sommes restés en tant que société, sinon globalement, profondément engagés dans un projet commun. La pandémie nous a donc permis de jeter un regard neuf et nécessaire sur les défis posés par les changements climatiques, notre dépendance et notre recours à la science, par les questions de choix personnels et de responsabilité collective. La pandémie a alimenté les débats sur les idéaux utopiques, les portes fermées et l'autosuffisance.
Elle a donné lieu à des théories absurdes de conspiration et a même fait apparaître comme séduisants des dirigeants autocratiques auxquels certains voudraient faire confiance, s'épargnant de devoir faire des choix moraux, personnels, difficiles. Elle a levé le voile sur les personnes qui travaillaient dans les secteurs essentiels et nous y avons découvert non seulement des travailleurs migrants, mais aussi de nombreux sans-papiers, des personnes très vulnérables chargées de nous protéger tous, au moment où nous étions nous-mêmes tous les plus vulnérables. Au fur et à mesure que nous nous rendions compte de quels services étaient vraiment essentiels à notre bien-être collectif, de qui les fournissait, à qui et dans quelles circonstances, il s'est produit un changement d'attention sans précédent, faisant ressortir les besoins de notre population vieillissante et la source probable de fournisseurs de services qui assumeront cette tâche dans le futur. Ainsi, au carrefour des questions liées à la pandémie et à l'immigration, on aurait pu s'attendre à ce que la réaction intuitive de fermeture des frontières joue contre toute ouverture d'esprit en faveur de politiques d'immigration progressistes. Mais la pandémie a mis en évidence la différence entre le tourisme et l'immigration, entre les voyages essentiels et les voyages discrétionnaires, ainsi qu'un impératif permanent de compter sur les autres au sens large pour notre propre survie. En fait, je crois que la pandémie nous a propulsés dans une nouvelle ère, dans laquelle des choix politiques audacieux seront plus ou moins nécessaires et réalisables. Les sacrifices que nous avons dû faire nous ont ouvert les yeux sur notre capacité à nous adapter, à vivre différemment et à changer. Lorsque je réfléchis aux possibilités de progrès et à la probabilité d'un changement fondamental, je ne peux que me tourner vers les progrès extraordinaires réalisés dans ma propre discipline professionnelle principale, le droit. Il ne fait aucun doute que le droit peut jouer un rôle dans le maintien de normes anciennes ou, au contraire, dans la mise en œuvre de réformes. Dans le système de droit civil sous lequel j'ai été formée, le statut des femmes mariées est resté, jusqu'en 1964, semblable à celui des mineurs et des personnes amputées de leurs capacités juridiques. Dans ma propre province, le Québec, les femmes n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1940, et ce n'est pas faute d'avoir essayé. À l'époque, le droit accusait un retard considérable par rapport aux mœurs de la société, et tant les législateurs que les juges, presque exclusivement des hommes, étaient en désaccord avec l'évolution du monde, d'autant plus que cette évolution s'est accélérée après la Seconde Guerre mondiale. En revanche, lorsque l'égalité des sexes a été garantie par la Constitution en 1982, l'exigence légale et exécutoire de l'égalité a ouvert la porte à toute une série de victoires judiciaires pour les droits des femmes qui ont considérablement transformé la réalité de leur vie et ont ouvert la voie de la réforme à de nombreux autres groupes en quête d'égalité. L'audace nouvellement acquise des juges qui s'appuient sur des impératifs constitutionnels pour amener l'ensemble du pays à se conformer aux valeurs et aux principes énoncés n'est pas restée sans contestation. Pourtant, les allégations d'activisme judiciaire, de légalisation de la politique, de gouvernance par des tyrans non élus n'ont pas réussi, je crois, à éroder la confiance des Canadiens dans leurs tribunaux. C'est d'autant plus remarquable que cette confiance ne semble pas reposer sur la popularité de la conclusion d'une décision judiciaire donnée. En effet, en faisant respecter les droits, la Cour suprême s'est souvent retrouvée à devoir se ranger du côté de minorités impopulaires ou à devoir mettre fin à un débat public inextricable sur des questions fortement polarisées. Ce n'est pas par pure chance que nous avons évité la politisation apparente du système judiciaire américain et de l'inévitable perte de confiance du public qui en résulte. Il est intéressant ici de se pencher sur l'impact de la culture sur le processus. Lorsqu'il s'agit de nominations judiciaires, par exemple, sur papier, le système américain de sélection des juges de la Cour suprême semble largement supérieur au système canadien. Aux États-Unis, il existe un processus public et transparent impliquant à la fois les pouvoirs exécutifs et législatifs, avec une grande couverture médiatique
sur les mérites de chaque candidat proposé. Il me semble que cela serait largement préférable au processus exécutif plus opaque et apparemment unilatéral qui constituait le système canadien, du moins jusqu'à très rarement, et qui, franchement, suscite encore très peu d'intérêt et de débat public. En fait, la réalité est tout autre. Aux États-Unis, les forces politiques ont réussi à transformer cette procédure en un processus visiblement partisan où le mérite est mis de côté au profit des manœuvres politiques, manifestement intéressées à servir des intérêts partisans, politiques et idéologiques. En revanche, le vaste pouvoir discrétionnaire conféré au premier ministre dans le système canadien semble avoir incité la plupart d'entre eux à travailler purement pour préserver ce privilège, en l'exerçant dans l'intérêt public et en évitant de donner l'impression de faire des nominations purement partisanes. Le ton, autant que le contenu des décisions judiciaires, contribue également à renforcer la confiance du public dans le système. Confrontés à la nécessité d'exprimer leurs conclusions de manière convaincante et d'aborder les points de vue opposés, les juges, tout particulièrement ceux qui exercent leurs fonctions dans un forum collégial, comme les juges de cour d'appel, ont été conseillés d'écrire dans un langage accessible et de parler d'une voix respectueuse. Les répliques belliqueuses et méprisantes des collègues ne font qu'alimenter une atmosphère de conflit qui reflète et risque de perpétuer l'approche conflictuelle des partis. Je pense que nous avons donc toutes les raisons de célébrer et nous devons être vigilants pour préserver l'intégrité de notre système judiciaire. Permettez-moi de me référer à ce que j'ai dit à un public d'avocats et de juges pakistanais à Lahore il y a plusieurs années. C'était au fort des tensions entre avocats et juges, entre la magistrature et le barreau. J'ai dit, le caractère exécutoire des décisions des tribunaux repose en grande partie sur la conformité et non sur la coercion. Aucun système judiciaire ne pourrait fonctionner uniquement sur la coercition. Lorsque le juge entre dans la salle d'audience, par exemple, si l'auditoire refuse de se lever, le juge pourrait citer les membres de l'auditoire pour outrage à la cour et même les condamner à la prison. Mais si le lendemain et le surlendemain, un nouveau public refuse à nouveau de se lever en signe de respect pour le tribunal, les juges finiront-ils par emprisonner tout le pays pour établir leur autorité et leur pouvoir? La préservation de la confiance du public est donc essentielle à la bonne administration de la justice, qui est à son tour essentielle au bon fonctionnement de la gouvernance démocratique dans le cadre de la primauté du droit, c'est-à-dire un système dans lequel les citoyens peuvent se tourner en toute confiance vers les tribunaux pour régler leurs différends, y compris ceux avec l'État lui-même. Le jour où le public ne se lèvera pas lorsque le juge entrera dans la salle d'audience, en réalité ou métaphoriquement, sera le début de la fin du pouvoir judiciaire. Dans les systèmes judiciaires qui fonctionnent correctement, les gens se lèvent non pas parce qu'ils ont peur, ni même parce qu'ils seront nécessairement d'accord avec la décision dans l'affaire en question, mais parce qu'ils respectent le processus et acceptent de se soumettre à l'autorité du tribunal. Je ne suis pas certaine que mon admonestation ait eu beaucoup d'impact sur mes collègues avocats et juges pakistanais, mais je reste persuadée de la valeur de la primauté du droit et du rôle important que joue le système judiciaire à cet égard. Permettez-moi de terminer en disant quelques mots au sujet de la primauté du droit. Il s'agit d'un concept juridique très riche, à la fois puissant et dangereux. Il est dangereux parce que s'il est réduit à l'idée de gouverner par la loi, par des lois qui ne tiennent pas compte de leur contenu, il peut être un outil très puissant entre des mains de régimes autoritaires qui n'aiment rien de mieux que l'application de la loi selon leurs propres termes. C'était en fait la caractéristique de l'Allemagne nazie, un régime oppressif et meurtrier fondé sur des règles. En revanche, une bonne compréhension de la primauté du droit en tant que pilier de la gouvernance constitutionnelle démocratique exige qu'elle soit dotée de contenu. Il est non seulement impératif que les lois soient promulguées correctement et publiquement, qu'elles s'appliquent à tous, qu'elles soient susceptibles d'être comprises et respectées,
mais elles doivent être visiblement justes. Ceci a été exprimé avec beaucoup de clarté dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui se lit comme suit. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. C'est ce que fait la primauté du droit enchâssée dans la Constitution canadienne. Elle garantit à tous une protection égale et un traitement égal dans la loi, sans discrimination, et il oblige l'État à ne pas porter atteinte à la vie, à la liberté et à la sécurité des individus. Sans ce contenu substantiel bien défini, la primauté du droit devient une coquille vide, dangereusement utile pour donner une apparence de légitimité aux pratiques étatiques les plus oppressives. En fait, je n'ai jamais trouvé une meilleure explication de la primauté du droit que celle exprimée par Henri-Dominique Lacordaire, un éminent prêtre dominicain du 19e siècle qui a dit « Entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. » Tant que nous continuerons à investir dans cette compréhension simple mais riche de la primauté du droit, je n'ai aucun doute sur le fait que ceux qui aspirent à une patrie meilleure continueront à la trouver ici même. Merci de votre aimable attention et de votre généreuse hospitalité. Avant de terminer, j'aimerais vous remercier une fois plus au nom du Centre des arts de la Confédération et bien entendu de tous ceux qui ont écouté vos propos inspirants ce soir. Merci.